Bienvenue dans cette troisième vidéo de la série Science et Voyance. Dans la dernière vidéo, on a évoqué l'émergence des sciences psychiques du milieu du 19e jusqu'au début du 20e siècle. Aujourd'hui, je vous parle de la parapsychologie. À partir des années 1920, la recherche sur les capacités intuitives effectue un virage fondamental. De nouveaux protocoles expérimentaux apparaissent par l'utilisation des statistiques. À cette époque, les statistiques sont un outil mathématique en plein essor qui a été utilisé pour la première fois en 1890 lors du recensement américain. C'est Joseph Banks Rhine, dont on a déjà eu l'occasion de parler dans les précédentes vidéos, qui révolutionne toute cette recherche. Auparavant, la recherche était, comme on dit, élitiste, c'est-à-dire basée sur l'étude de sujets dont on pensait qu'ils avaient des dons remarquables. Mais pour cette nouvelle approche, dite universaliste, le but est de vérifier ce que l'on commence à penser, c'est-à-dire est-ce que ces capacités ne seraient pas, en fait, présentes chez le commun des mortels. De 1930 à 1965, au sein du département psychologie de la Duke University à Durham, en Caroline du Nord, Joseph Banks Rhine, qui est docteur en biologie, entreprend donc des recherches et des expériences en comparant ces résultats à ce que le hasard permettrait normalement d'obtenir. Pour ça, il met en place plusieurs types de protocoles qui s'appuient au départ sur l'utilisation du jeu très connu, le jeu de cartes qu'il a inventé avec son ami psychologue Karl Zener. Ce jeu, vous l'avez déjà certainement vu, il se compose de 25 cartes comportant 5 cartes de 5 symboles différents. L'expérience de base consiste à installer un sujet derrière une cloison, voire dans une pièce adjacente, de sorte à ce qu'il ne puisse pas voir l'opérateur. Et on lui demande de deviner quelle carte l'opérateur a pioché dans le paquet mélangé. Le test est répété 25 fois, autant de fois qu'il y a de cartes, et on note le nombre de succès obtenus, c'est-à-dire le nombre de fois où le sujet devine correctement la carte tirée par l'opérateur. Statistiquement, par le hasard, un sujet doit obtenir une moyenne d'environ 5 bonnes réponses, puisqu'il y a une chance sur 5 de tomber sur l'un des 5 symboles. L'idée de Rhine est de voir si un sujet peut faire mieux que ce score. Et c'est ce qu'il observe. Des déviations statistiques apparaissent. Elles sont faibles, mais elles existent. Et lorsqu'il reproduit plusieurs séries de 25 essais, il conserve une moyenne de résultats positifs supérieure à 5. Lorsqu'il compile les moyennes obtenues par plusieurs sujets différents, ayant réalisé chacun plusieurs séries de 25 essais, la moyenne des réussites obtenues oscille autour de 7,24, soit une moyenne de 29% au lieu de 20% normalement obtenue par le hasard. Alors je ne vais pas faire un cours de statistique ici parce que même si la moyenne des succès peut sembler assez faible, 29% au lieu de 20%, c'est un écart suffisamment significatif pour qu'on puisse dire qu'il se passe quelque chose. Rhine publie ces résultats qui sont jugés troublants et immédiatement ils sont contestés par tout un tas de scientifiques qui affirment que les résultats sont truqués ou que les protocoles expérimentaux n'ont pas pris en compte tous les biais possibles. Plusieurs expériences sont répliquées, mais un certain nombre de résultats sont évalués dès 1937. On demande à Burton Camp, qui est alors président de l'Institut de statistique américain, d'encadrer l'analyse des résultats. Et ce dernier écrira « Si la recherche de Rhine peut être attaquée, ce doit être sur un autre terrain que celui de l'outil mathématique. » En somme, il dit que les calculs statistiques des résultats produits ne sont pas erronés. Pendant plusieurs dizaines d'années, depuis 1880 jusqu'à 1940, il y a en tout 142 publications scientifiques qui font état de 3,6 millions d'essais individuels réalisés par plus de 4600 sujets au cours de 185 expérimentations différentes. De nombreuses polémiques surgissent car il n'est pas normal d'obtenir un taux supérieur à 20%. Selon les dispositifs d'expérience utilisés, on peut utiliser par exemple des cartes scellées dans des enveloppes, des sujets assis derrière un écran opaque ou un sujet éloigné géographiquement, ou alors même des systèmes qui permettent de tirer la carte après l'expérience, eh bien on s'aperçoit que les moyennes statistiques oscillent toujours au-dessus de 20%. Alors peut-être que ça vous paraît faible, mais statistiquement, cela correspond à une anomalie statistique qui ne pourrait s'expliquer que par la fraude massive de dizaines de laboratoires et aussi la conspiration d'autant de chercheurs. Ou alors il faudrait avoir volontairement oublié plus de 29 000 études en échec si on devait tenir compte de ce qu'on appelle l'effet tiroir. L'effet tiroir, c'est en science un biais de publication bien connu qui consiste à laisser de côté toutes les expériences qui n'ont pas marché. Dans ce genre de recherche, cet effet est souvent incriminé par les sceptiques qui attaquent les résultats obtenus. Dans les méta-analyses statistiques, on tient compte de cet effet en comptant le nombre d'expériences ratées qu'il aurait fallu avoir pour contrebalancer celles qui marchent et ramener l'ensemble de la recherche
au seuil du hasard. Donc ce calcul indique qu'il aurait fallu 29 000 expériences ratées pour obtenir un résultat imputable au hasard. Dans son livre « La conscience invisible », le chercheur Dean Radin indique même « Pour chaque rapport positif publié, il aurait fallu 861 comptes rendus d'échecs dissimulés ». Comme c'est tout simplement impossible, l'explication la plus simple est que cette recherche révèle la manifestation d'une certaine capacité. Et comme les sujets des expériences ne sont pas forcément des personnes douées, il y a des gens qui se disent intuitifs, d'autres pas, il y a des hommes, il y a des femmes, eh bien les résultats tentent à montrer que ces capacités sont présentes en fait chez tout individu. Des recherches de ce genre, il y en a plusieurs, notamment sur le fait par exemple de prédire le résultat d'un jet de dés, ou même pour tenter d'influencer le résultat d'un jet de dés. En 1942, le psychologue Robert Toules propose le terme générique psy, PSI, pour remplacer tous les autres termes qui sont galvaudés, qui sont chargés d'histoire, de croyances, de rumeurs. On parle donc de psy-réceptif pour parler des phénomènes de perception extrasensorielle et de psy-projectif quand il s'agit d'action sur la matière. Au-delà de ces résultats, ces recherches montrent aussi la difficulté de classifier correctement les phénomènes étudiés. Au début de ces expérimentations, on s'intéresse surtout à la télépathie. Le sujet doit deviner la carte en percevant l'information dans l'esprit de l'agent, de l'opérateur qui a tiré la carte au hasard. Mais pour éviter tout risque de fraude ou de triche, les protocoles se complexifient. À la fin, c'est carrément une machine qui tire du paquet une carte au hasard. Personne ne connaît la carte. Et les résultats qui demeurent significatifs confirment le fait que la perception de la carte n'implique pas que quelqu'un la connaisse en même temps. Si seule la machine sait de laquelle il s'agit, on ne peut plus parler de télépathie. Le sujet perçoit tout seul la carte tirée, on parle alors de clairvoyance. Dans certaines expériences, la carte est tirée après que le sujet a non plus deviné la carte tirée, mais prédit le symbole sorti. Dans ce cas alors, on parle de précognition. Tous ces tests dits à choix forcé produisent des résultats statistiquement significatifs, mais leur mise en œuvre reste complexe. L'une des raisons est que deviner une carte parmi 5 symboles possibles est extrêmement ennuyeux. Pour qu'une expérience soit valable sur le plan statistique, on doit répéter des dizaines d'essais avec les mêmes personnes et compiler tous les résultats et faire des moyennes. Bref, c'est vraiment barbant, tant pour le chercheur que pour le sujet, et ça c'est embêtant parce que, au bout d'un moment, au bout de plusieurs expériences répétitives, on s'aperçoit que les résultats des sujets ont tendance à décliner. C'est pour cette raison que, plus tard, pour tester la voyance, on commence à réfléchir à d'autres manières de procéder. Ganzfeld, c'est un terme allemand qui signifie champ sensoriel uniforme. Le Ganzfeld permet de plonger un individu dans un état modifié de conscience par des techniques de privation et d'uniformisation sensorielle. Ça se passe souvent dans une pièce baignée d'une lumière rouge. Le sujet est confortablement installé dans un fauteuil incliné et est coiffé d'un casque audio qui diffuse un bruit blanc. Et puis, des demi-sphères blanches sont placées sur ses yeux fermés. L'idée est de créer toutes les conditions qui permettent au sujet d'utiliser ses capacités de voyance comme au temps fameux des somnambules que l'on plongeait dans un sommeil magnétique. Une fois le sujet placé dans cet état, plusieurs expériences peuvent ensuite être envisagées. Une cible est choisie au hasard, par un opérateur dans une autre pièce ou par un ordinateur qui la sélectionne au hasard. Une photo, un objet, un son ou même un clip vidéo. L'expérience consiste alors à laisser le sujet s'exprimer tranquillement sur la cible choisie. Que ressent-il? Que voit-il? Que vit-il? Quelles sensations cette cible lui fait-elle ressentir? L'objectif n'est pas forcément de deviner ce qu'est la cible, mais juste de décrire pendant quelques minutes toutes les sensations que cela évoque. Puis, à la fin du test, on lui présente plusieurs cibles. En général, il y en a 4. Il y a celle qui a été choisie pour l'expérience, bien sûr, mais aussi 3 cibles différentes, des leurs. Et on lui demande de classer, de mettre dans l'ordre les cibles, dans l'ordre de celle qui correspond le mieux à celle qui correspond le moins bien à la description réalisée. Par le hasard, en principe, le sujet a une chance sur 4 de positionner la bonne cible en première position, soit une probabilité de 25%. Le but de l'expérience est double. D'abord, étudier la manifestation des perceptions intuitives et la façon dont le sujet les exprime, et puis ensuite, bien sûr, mesurer statistiquement si le sujet parvient à classer peu souvent, régulièrement ou très souvent la bonne cible en première position. Le but, c'est de comparer ces résultats avec ceux que l'on obtiendrait si on se contentait de classer simplement les cibles au hasard. Et évidemment, là encore,
L'expérience est répétée plusieurs fois, car c'est la seule manière d'établir que le phénomène de voyance existe vraiment et ne relève pas simplement d'un coup de chance. Les expériences utilisant le Ganzfeld ont démarré dans les années 70 et plusieurs publications scientifiques démontrant un effet statistique ont été faites. L'une d'elles, intitulée Does Psi Exist?, sortie dans le Psychological Bulletin en 1994, coécrit par le professeur de psychologie Daryl Bem et Charles Norton, expose la rétrospective de plusieurs années de recherche. Sans entrer dans les détails très compliqués des calculs statistiques réalisés sur les dizaines d'expériences menées, sur des dizaines de sujets différents, le taux de réussite moyen à classer la bonne cible en première position était de 32%. Cela semble peu, mais l'écart de 7 points avec le résultat normalement attendu par le hasard est statistiquement significatif sur un très grand nombre d'essais, et ne peut être imputé seulement à la chance ou au hasard. C'est un résultat tellement dérangeant qu'il a été vivement critiqué, évidemment. En 1985, à l'occasion de premières publications, des sceptiques tels que Ray Hyman, un psychologue cognitif sceptique, objecta des biais expérimentaux. Bem et lui se sont mis d'accord alors sur de nouveaux protocoles encore davantage contrôlés, mais en dépit de résultats intéressants, des controverses ont persisté. Alors selon si on incluait dans les méta-analyses certaines séries d'expériences réalisées avant ou après la mise en œuvre de nouveaux protocoles, les tailles d'effets statistiques obtenues ne correspondaient plus vraiment. Pour les sceptiques, l'argument était suffisant pour ne pas reconnaître l'existence de la voyance. Pourtant, des expériences ont été poursuivies et en 2002, 4 méta-analyses nouvelles ont été publiées, 3 avec des résultats positifs et une seule avec des résultats négatifs. Cette dernière, elle était poursuivie par un autre chercheur sceptique, Richard Wiseman. Aujourd'hui, des expérimentations avec le Ganzfeld sont un peu moins conduites. Le fait qu'une séance prenne environ 30 minutes par sujet constitue une limitation, expliquant que les laboratoires de recherche aux ressources humaines et financières limitées se tournent vers des protocoles plus simples à mettre en œuvre. Plus facile à organiser, les recherches sur le pressentiment ont démarré dans les années 80, au moment où apparaissaient plusieurs appareils permettant de mesurer des paramètres physiologiques du corps. Le physicien Dick Bierman et le psychologue Dean Radin détournent des protocoles d'études sur les réactions émotionnelles inconscientes pour expérimenter les réponses à un stimulus dans les secondes qui le précèdent. On veut voir en fait si de manière inconsciente, le corps réagit en avance face à un stimulus impactant émotionnellement. C'est ce qu'on appelle le pressentiment. On sait préalablement que la réaction émotionnelle face à une image émotionnellement impactante qui apparaît tout d'un coup, c'est-à-dire une image érotique ou une image violente, on sait que ça provoque des variations physiologiques inconscientes qui sont dues au système nerveux autonome. L'expérience consiste donc à installer confortablement un sujet face à un écran. Un dispositif permet d'enregistrer toutes les fluctuations de la conductance de sa peau et de l'afflux sanguin au bout de ses doigts. Alors pour info, la conductance de la peau, ce qu'on appelle la conductance cutanée, c'est l'activité électrique enregistrée à la surface de l'épiderme. Il faut savoir que la peau elle est conductrice du courant électrique et qu'elle varie selon la transpiration. Et la transpiration, justement, c'est lié à l'activité des glandes sudoripares, qui est une activité automatique et inconsciente. La conductance peut donc changer en fonction de l'état émotionnel et se mesurer à l'aide d'un enregistreur électrodermal. Et cela reflète l'état émotionnel d'un individu. C'est un dispositif courant que l'on retrouve notamment dans les détecteurs de mensonges dès les années 70. Donc dans cette expérience, lorsqu'il le souhaite, le sujet appuie sur un bouton. L'écran face à lui s'allume sur une image blanche pendant 7 secondes, avant d'afficher soudain, pendant 3 secondes, une image cible. Cette image cible, elle est sélectionnée par un ordinateur qui la tire au sort, soit dans une banque d'images neutres, c'est-à-dire des paysages, des forêts, des champs, soit dans une banque d'images émotionnellement impactantes qui contiennent donc soit de la violence, soit de l'érotisme très explicite. Puis, l'image cible disparaît pendant 10 secondes pour permettre un retour au calme. Enfin, lorsque le sujet est prêt, on lui propose un nouvel essai qu'il enclenche en appuyant à nouveau sur le bouton et le processus recommence. Pendant toute la séquence, les paramètres physiologiques mesurés sont enregistrés. Les courbes représentatives de la variation de la conductance montrent qu'il y a une très forte variation à l'affichage d'une image impactante, plus forte que lorsque l'image est émotionnellement neutre. Alors sur ce point, rien d'étrange puisque la variation se produit au moment où l'image apparaît. Il est normal que la réaction émotionnelle soit plus forte si l'image présentée est érotique ou violente. L'intérêt de l'expérimentation se trouve sur l'intervalle de quelques secondes compris entre l'instant où le sujet appuie sur le bouton
et l'instant où l'image cible apparaît réellement à l'écran. Et ce qui s'y observe est troublant, car la courbe représentative montre que dans le cas où une cible impactante émotionnellement est sur le point d'être montrée, le corps est déjà en train de réagir dans cet intervalle. Cette réaction précognitive, en quelque sorte, n'apparaît pas lorsque l'image sur le point d'être montrée est une image neutre. C'est évidemment sur la répétition du nombre d'essais que ces variations sont enregistrées, car observer les courbes sur un seul essai n'est pas significatif statistiquement. Les valeurs retenues dans les études correspondent à des moyennes de séries d'essais réalisées avec plusieurs dizaines de sujets pendant plusieurs mois. Plusieurs protocoles ont été employés pour varier le temps entre le moment où on appuie sur le bouton et le moment où l'image est affichée réellement. Les expériences ont été reproduites avec de nombreux sujets différents et on a mis en œuvre des systèmes permettant de tenir compte des stratégies anticipatoires plus ou moins conscientes du sujet au moment où il déclenche l'essai. Les expériences furent répliquées en enregistrant d'autres paramètres physiologiques tels que le rythme cardiaque ou en employant des électroencéphalogrammes. Dean Radin a publié les résultats de ses recherches en 1997 et il résulta que la réponse physiologique à un stimulus émotionnellement impactant est mesurable dans les secondes qui précèdent l'apparition de celui-ci. Il a ressorti que cette réponse physiologique est bien plus forte lorsque le stimulus est impactant émotionnellement que lorsque celui-ci est neutre. En d'autres termes, ces études confirment l'existence du pressentiment. Le corps est capable de percevoir à l'avance la survenue d'un stimulus qui est émotionnellement chargé. Ce pressentiment est inconscient, puisque dans les expériences de Radin, il faut les mesurer à l'aide d'appareils. Mais il est difficile de ne pas mettre en perspective de tels résultats avec les nombreux cas et les témoignages de gens assurant avoir pressenti l'imminence d'un événement émotionnellement impactant dans leur vie, principalement lorsqu'il s'agissait d'un danger. Il n'y a pas une catastrophe dans laquelle on ne trouve pas des rescapés qui ont eu les bons réflexes simplement parce qu'ils ont senti quelque chose. Il n'y a pas de famille dans lesquelles, à la veille d'un drame, un parent a la prescience de quelque chose. Le physicien Russell Targ remarque à ce sujet que les 4 avions détournés le 11 septembre 2001 transportaient moins de la moitié de passagers qu'habituellement, ce qui selon le International Herald Tribune du 12 septembre était tout à fait inhabituel, un peu comme si de nombreux passagers avaient pressenti qu'il ne fallait pas prendre l'avion ce jour-là. Dans une étude sur les accidents de train survenus sur la côte est des États-Unis dans les années 50, le chercheur William Cox remarque que le jour de la catastrophe, le train transporte systématiquement moins de passagers qu'en moyenne. Ne s'agit-il pas alors de la perception d'une information à propos d'un événement sur le point de se produire et qui, comme dans les expériences de Radin, se manifeste de manière inconsciente dans le corps? Le pressentiment agit ici comme un signal d'alarme face à un danger par exemple. L'information perçue par le corps se trouve décodée par la personne comme un sentiment inhabituel, en provoquant une réaction qui va lui permettre de survivre. Le problème fondamental que posent ces expériences est la question de savoir comment l'information d'un événement présent dans le futur est perceptible dans le présent. Mais si la perception de l'événement se localise à quelques secondes de celui-ci, il n'y a aucune loi dans les théories physiques classiques qui permettent de penser qu'une information puisse en quelque sorte remonter le temps. Alors faut-il remettre en question les lois sur lesquelles notre monde repose? C'est la fin de cette 3e vidéo sur la série Science et Voyance. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vous retrouve bientôt pour la 4e vidéo de la série qui parlera de vision à distance. En anglais, on dit Remote Viewing. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt.